Bien, bonjour chers élèves. Donc comme promis, je vais vous tourner deux vidéos pour vous accompagner durant les vacances, pour vous permettre de mieux comprendre les deux cours que vous avez à travailler. Alors la première vidéo, celle que vous êtes en train d'écouter, elle a pour but de nous permettre de finir le chapitre 2, qui s'intitule, je vous rappelle, C'est ici que je commence, et qui nous avait entre autres permis d'explorer la notion de paysage, la notion de sublime et de voir de manière plus générale comment, au XIXe siècle, sous l'impulsion des romantiques, il y a, parallèlement à l'introspection, un désir de voyage, un désir de, au fond, confrontation avec l'extériorité pour mieux comprendre l'intériorité. Lors de la dernière séance, le vendredi juste avant les vacances, on s'était arrêté sur ce tableau qu'on avait rapidement commenté et qui était, je vous le rappelle, une représentation d'une scène d'un grand poème qui s'appelle Le Paradis perdu, grand poème qui a été écrit par un Anglais qui s'appelle John Milton, grand poème qui a été traduit par Chateaubriand et dont on a ici une scène illustrée. En l'occurrence, c'est le Pandémonium, c'est-à-dire la demeure du diable, de Satan, et on voit ici, hein, comme on l'avait dit, toutes les caractéristiques du sublime. Je ne reviens pas tellement là-dessus et je vais avancer. Et en avançant, eh bien, je vais pouvoir vous montrer ce qu'il faut faire avec le premier document. Donc, le premier polycopier, c'est une petite synthèse qu'il vous faut coller juste après notre travail sur les tableaux. Cette synthèse, elle est là pour nous permettre véritablement de, au fond, conclure notre première exploration du sublime, et en l'occurrence, le sublime de la nature. Donc, à la suite de votre cours, vous collez le polycopier numéro 1 que je vais vous lire. Et sur ce polycopier, comme on a l'habitude de le faire, n'hésitez pas à identifier les informations importantes en utilisant des couleurs qui facilitera grandement vos révisions. Au XVIIIe siècle, les philosophes Edmund Burke et Emmanuel Kant créent une nouvelle catégorie esthétique à côté du beau. C'est le sublime, pour exprimer le caractère puissant de la nature qui domine l'homme. Le chaos de la tempête, l'infinité du ciel étoilé, la hauteur vertigineuse des montagnes deviennent des lieux communs dont s'emparent la poésie et la peinture romantique. Gustave Doré, Caspar David Friedrich et William Turner, c'est par exemple des peintres, tout au moins des artistes, d'inspiration romantique, souvent, voire complètement romantique, qui vont travailler cette notion de sublime. Alors, Caspar David Friedrich, je vais y arriver, ça on l'a bien vu en cours. Gustave Doré, c'est peut-être un illustrateur que vous avez déjà croisé au cours de votre scolarité, qui faisait de très très belles gravures et qui a beaucoup illustré les œuvres romantiques et qui lui-même a beaucoup travaillé la notion de sublime. Et William Turner, on peut considérer aussi qu'il a été influencé par cette nouvelle perception et représentation du monde extérieur, des paysages. Euh, il a été quand même grandement influencé par le sublime. William Turner étant un peintre anglais, je vous laisse aller voir sur Internet quelques-unes de ses toiles. L'autre philosophe que vous avez peut-être déjà repéré, c'est celui qui n'est pas Emmanuel Kant, mais l'anglais Edmund Burke, qui a aussi beaucoup travaillé sur la notion de sublime. Nous, en cours, on a vu Emmanuel Kant, on a vu ce texte de Kant qui est très compréhensible et qui définit très bien ce qu'est le sublime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était pas le seul, c'est qu'à la même période, il y avait un autre philosophe qui travaillait également cette notion, et cet autre philosophe, c'est l'anglais Edmund Burke. Poursuit la lecture. Le paysage suscite alors des sentiments ambivalents, aussi bien l'admiration que l'effroi, et il prend un aspect volontiers fantastique. L'ambivalence créée par le sublime, c'est vraiment l'idée forte à retenir. Il suscite à la fois des émotions positives comme l'admiration, comme l'exaltation, et en même temps, il suscite des émotions extrêmement négatives comme l'effroi, comme la domination et comme la peur de l'anéantissement. Et ces deux émotions, positives et négatives, elles existent en même temps. Elles sont produites en même temps par le sublime. Et c'est précisément ce qui caractérise le sublime. Quant à la dimension fantastique, on l'avait un peu vu en cours avec quelques toiles de Caspar David Friedrich, qui, par la présence notamment, par exemple, d'un château au loin dans les brumes, fait référence au gothique et à tout cet univers fantastique qu'on verra dans le prochain chapitre avec ce qu'on appelle le romantisme noir. Donc, pour le moment, c'est quelque chose à retenir et on l'explorera surtout lors du prochain chapitre. Je poursuis donc la lecture. Pour le romantisme, le paysage, qu'il soit réel ou imaginaire, est à la fois un lieu d'exploration et de contemplation, et le reflet de l'intériorité de celui qui le contemple. On parle alors de paysage état d'âme. La notion de paysage état d'âme, j'en ai déjà parlé en cours, c'est cette manière qu'ont les romantiques de travailler la notion de paysage, cette manière en vertu de laquelle le paysage extérieur reflète mon intériorité.
L'extériorité est un miroir de mon intériorité. C'est les exemples un peu caricaturaux que j'avais donnés en cours. Si je suis heureux, alors le paysage autour de moi va être ensoleillé avec un beau ciel bleu et des petits oiseaux qui chantent. Si je suis en colère, alors c'est la tempête qui arrive et l'orage qui gronde. Si je suis triste, c'est la pluie qui tombe et qui tombe et qui tombe. Vous avez compris un peu l'idée? C'est très très présent dans la littérature romantique et c'est véritablement la notion à retenir. Donc ça, il faut mettre un gros coup de stabilo, il faut bien l'identifier et il faut la connaître par cœur parce qu'elle structure complètement la manière dont les romantiques ont établi un rapport avec l'extériorité, avec le monde extérieur, comme étant donc un miroir du monde intérieur. C'est pour ça qu'il faut faire un détour par l'extériorité parce que ça me permet de mieux comprendre mon intériorité. Le monde extérieur me parle en réalité de mon monde intérieur. Monde extérieur, monde intérieur, pour les romantiques, ces deux composantes sont intimement connectées, sont le miroir l'un de l'autre. Poursuit et termine la lecture. Le romantique fantasme souvent un ailleurs, parce que les lieux qu'il traverse ne lui renvoient que sa souffrance. C'est le cas d'Emma Bovary dans le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857, avec cette notion de bovarisme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire cette faculté, cette tendance psychologique à fuir le réel, un réel qui est perçu comme étant décevant à travers des histoires imaginaires, qui sont souvent justement des histoires qui nous emmènent vers des lieux exotiques. Ou bien alors, c'est aussi le cas avec le poète Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, par exemple. Le dernier poème qui s'appelle Le Voyage en parle assez bien, de façon amère. Il y a tant d'autres poèmes dans Les Fleurs du Mal que vous avez étudiés l'année dernière qui évoquent la chose. Cependant, les lieux paradisiaques rêvés sont réversibles et le désenchantement guette, qu'il faut dire, et c'est très bien illustré dans les deux œuvres qui figurent dans ce petit paragraphe, c'est que les romantiques sont parfaitement conscients que, en réalité, l'ailleurs n'est jamais véritablement mieux que ce qu'ils connaissent ici. Les lieux paradisiaques peuvent très vite devenir des lieux cauchemardesques, ou au moins, à minima, les romantiques vont se rendre compte qu'ils sont traversés par des illusions et que, en réalité, l'ailleurs n'est pas forcément si idyllique que cela. Alors, ensuite, on enchaîne avec un texte, et c'est le polycopier numéro 2 que vous pouvez coller sous le polycopier numéro 1, qui était la synthèse que je viens de vous lire. Ce polycopier numéro 2, c'est un extrait de texte littéraire qui va nous permettre de voir comment traiter une interprétation littéraire au sujet d'un texte romantique qui évoque euh, le sublime. Cet extrait, il est issu d'un roman extrêmement célèbre de Mary Shelley, et ce roman extrêmement célèbre, il s'intitule Frankenstein ou le Prométhée moderne. Je pense que je n'ai pas besoin de trop détailler cette histoire, vous en connaissez déjà les grandes lignes. Je vous rappelle que c'est un roman qui raconte l'histoire du docteur Frankenstein. Frankenstein, c'est le nom du docteur et pas de la créature. Et ce docteur, il va avoir cette idée complètement folle de donner la vie, de créer la vie de manière artificielle. Et pour ce faire, il va aller collecter des cadavres, faire une créature de briques et de broc et lui donner vie euh, grâce à l'impulsion de l'électricité qu'il récupère par la foudre. Et bien sûr, tout tourne très mal parce que la créature lui échappe complètement. Donc c'est aussi une réflexion extrêmement philosophique sur les limites de l'homme, sa volonté d'être une sorte de remplacer Dieu et son impossibilité aussi de remplacer Dieu. Euh, c'est ce qu'on nomme, mais c'est une notion qu'on verra un peu plus tard, l'ubris. Et ça s'écrit hubris, Hybris. L'ubris, la démesure orgueilleuse, quand l'homme prétend à quelque chose de plus grand que ce qu'il peut en réalité assurer. L'ubris, c'est se prendre pour Dieu sans toutefois, bien sûr, jamais pouvoir assurer la fonction divine. N'hésitez pas à prendre quelques notes pour compléter justement votre cours et ainsi enrichir les quelques polycopiés que j'ai pu vous donner. Donc ici, le polycopier 2 qu'on a sous les yeux, qui est un extrait de ce roman écrit par Marie Shelley. Marie Shelley, bref parenthèse, qu'on a déjà croisé brièvement lors du chapitre 1. Je vous rappelle que son compagnon, c'était Percy Shelley, grand poète romantique dont on avait un peu parlé. Le contexte de cet extrait, il vous est donné dans le paratexte que je vous propose et qui est donc le suivant. Le docteur Frankenstein tente d'échapper à la mélancolie et au remords d'avoir créé un monstre en voyageant dans les Alpes, près du Mont Blanc. Alors, on va lire cet extrait, et cet extrait, on va le lire au prisme d'une question d'interprétation éminemment littéraire, et qui est donc la suivante. En quoi le paysage décrit ici relève-t-il du sublime? Et c'est justement ce qu'on va étudier. Alors, d'abord, je vous lis l'extrait. Je passais la journée suivante à errer à travers la vallée. Je m'arrêtais près des sources de l'Arveyron, qui naissent d'un glacier s'avançant lentement des sommets
pour enserrer la vallée. Les flancs abrupts des montagnes impressionnantes se dressaient devant moi, et la paroi du glacier me dominait de toute sa hauteur. Quelques sapins foudroyés jonchaient le sol, et le silence solennel de ce monument glorieux à la nature impériale n'était rompu que par le grondement des torrents, la chute de quelques rochers énormes, le fracas de l'avalanche, ou l'écho répercuté par les montagnes du craquement de la glace, que l'action des lois immuables déchirait de temps à autre, comme s'il se fût d'un jouet. Ces paysages sublimes et magnifiques m'étaient une consolation sans égale. Ils m'élevaient au-dessus de toute mesquinerie, et, bien que n'effaçant pas mon chagrin, ils l'atténuaient et m'apaisaient. En outre, ils me détournaient, dans une certaine mesure, des pensées sombres qui me torturaient depuis près d'un mois. La nuit venue, je rentrais pour dormir. Les formes majestueuses que j'avais contemplées pendant la journée veillaient sur mon sommeil. Tous s'assemblaient autour de moi, les sommets neigeux immaculés, les cimes éclatantes, les sapinières et les ravins nus et escarpés, et jusqu'à l'aigle planant au milieu des nuages. Ils m'entouraient et m'invitaient à reposer en paix. Où avait-il donc fui quand au matin je m'éveillais? Tout mon réconfort se dissipait avec le sommeil et une mélancolie noire assombrissait chacune de mes pensées. La pluie tombait à torrents et d'épais brouillards masquaient les sommets montagneux de sorte que je n'apercevais même plus la crête de ces puissants amis. Donc ici, on a affaire au docteur Frankenstein qui est au cœur d'un paysage évidemment sublime. On a vraiment l'impression que Marie Shelley, elle a repris la description que fait Kant et qu'on a étudiée en cours et qu'elle l'a appliquée dans son roman, qu'elle l'a vraiment suivi à la lettre pour créer exactement le même type de paysage. Alors maintenant, on va quand même s'attacher à le démontrer d'un peu plus près. Et là, il va falloir travailler ce document numéro 2 en suivant les légendes que je vais vous proposer. On va donc colorier le texte pour en faire émerger les principales composantes. Alors, je l'affiche en plus grand. Et la première couleur qu'on va utiliser, elle va nous permettre d'identifier les mots suivants. Un glacier, les sommets, les flancs, les montagnes, quelques sapins, torrents, quelques roches, l'avalanche, les montagnes, la glace, les cimes, les sapinières, les ravins, la pluie, les brouillards et les sommets montagneux. Une fois que vous avez identifié ces différents éléments, sous votre document, vous allez établir la légende pour que vous puissiez savoir à quoi chaque couleur correspond. Donc avec cette première couleur, pour moi le vert, on a identifié ceci, l'isotopie de la nature. On voit effectivement que tout ce texte tourne autour d'une description de la nature. Alors précisons tout de suite, c'est une nature sauvage, dangereuse et inhospitalière qui est décrite ici. C'est exactement le même cadre spatial que celui qu'on a pu étudier chez Kant. Cette légende que j'affiche là à l'écran, vous la recopiez sous votre document numéro 2. On va maintenant avancer et repérer un deuxième élément. Alors, vous pouvez prendre une deuxième couleur. Moi, je l'ai mis en italique, en noir et en gras. Vous pouvez prendre une deuxième couleur pour identifier les mots suivants. Enserrer la vallée, abrupte, impressionnante, foudroyée, les grondements des torrents, la chute de quelques roches énormes, le fracas de l'avalanche, l'écho répercuté par les montagnes, le craquement de la glace, les sommets neigeux immaculés, les cimes éclatantes, les ravins nus et surtout escarpés, plus bas encore, la pluie qui tombait à torrents et les épais brouillards. Alors, ce qu'on a identifié avec cette deuxième couleur, eh bien sûr, c'est la caractérisation de la nature, c'est-à-dire sa description précise, celle qui va lui permettre de lui donner des caractéristiques. Et on remarque que cette caractérisation de la nature, qui se fait notamment au gré d'adjectifs, épithètes, mais pas seulement, on a d'autres catégories grammaticales en jeu, elle tend toujours vers une seule et même idée, à savoir accentuer la dangerosité de la nature représentée. On a une nature qui est déjà sauvage, qui est déjà inhospitalière, et cette caractérisation, elle va renforcer la dimension, si j'ose dire, inhumaine de cette nature. On n'est absolument pas ici dans une nature idyllique, bien au contraire. Tout est fait pour nous montrer que l'homme n'y a pas sa place et que, au fond, il est face à une menace mortelle.
On avance et on va identifier les mots suivants, ces paysages sublimes et magnifiques, avec une troisième couleur. Alors remarquez que le mot de sublime est utilisé dans le texte, comme un clin d'œil justement fait à cette notion. On va poursuivre un peu avec cette même couleur et identifier de nouveaux mots. La nature impériale, donc la nature qui est digne d'une reine, qui est digne d'une impératrice. Donc vous voyez qu'elle a vraiment une dimension au fond royale, impériale. Elle a le pouvoir et nous, en tant qu'hommes, on ne peut que se soumettre à son règne. On va identifier d'autres mots encore, le monument glorieux ou bien alors les formes majestueuses que j'avais contemplées. Ici, ce qu'on a identifié avec cette nouvelle couleur, eh bien, c'est la mise en relief de la dimension sublime de la nature et aussi une insistance sur son empire. Première partie de la légende, la dimension sublime de la nature. Évidemment, vous voyez que tout correspond à la définition qu'on a pu proposer en cours après avoir étudié le texte de Kant. Et d'ailleurs, le mot de sublime, eh bien, figure dans le texte, ce qui n'est pas anodin. Quand je parle par ailleurs de l'empire de la nature qui est mis en relief, l'empire, il faut entendre ici euh, bien sûr la dimension royale de la nature, son pouvoir. C'est aussi ce que signifie ce mot, empire. C'est son pouvoir qui est célébré, son pouvoir de domination. Et ici, on voit qu'elle est presque personnifiée, cette nature, qu'elle fait l'objet d'une personnification, qu'elle apparaît véritablement comme une reine, comme une impératrice, face à laquelle on doit se soumettre. On traverse ici le royaume de la nature, on vit sous son règne et on doit se soumettre. Alors, moi, j'ai souligné de nouveaux éléments. Vous pouvez le faire aussi. Sinon, vous pouvez par ailleurs utiliser de nouvelles couleurs. Alors, j'ai souligné ceci. Se dressait devant moi dans la proposition Les flancs abrupts des montagnes impressionnantes se dressaient devant moi. Et j'ai souligné me dominait de toute sa hauteur dans la proposition La paroi du glacier me dominait de toute sa hauteur. Ici, ce que j'ai souligné, ce que j'ai fait apparaître, c'est une isotopie de la domination, qui est surtout sensible à travers les verbes qui sont utilisés, se dresser ou bien alors dominer. Et bien sûr, ce qui suit le verbe est tout aussi intéressant puisque ça vient renforcer cette domination. On voit ici, en tout cas, que l'homme est complètement écrasé, complètement soumis à la nature, à laquelle il est forcé d'obéir. Euh, la nouvelle couleur, et ce sera la dernière de mémoire, c'est celle qui va vraiment nous permettre de voir néanmoins euh, l'autre pendant du sublime, parce que vous avez vu que pour le moment, on a identifié des choses essentiellement négatives. On est dans une dimension négative, c'est-à-dire une dimension liée du sublime, j'entends. C'est cette composante du sublime qui nous domine, nous effraie, nous angoisse, nous terrifie. Ici, on va voir qu'il y a bien sûr l'autre pendant du sublime qui est présent dans ce texte, car rappelez-vous, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le sublime, c'est un sentiment ambivalent, enfin ça déclenche une ambivalence en nous avec des émotions liées au fond à la peur et des émotions liées à l'exaltation, à l'admiration. Donc, je vous parlais tout à l'heure de personnification, on est en plein dedans avec les derniers mots du texte, ces puissants amis. On est là complètement dans une forme de personnification. Et remarquez que ces éléments menaçants sont caractérisés de façon extrêmement méliorative. Euh, Ce sont des amis. Donc, des éléments qui sont là pour aider le personnage, le narrateur personnage, qui pourtant est profondément euh, euh, terrifié, enfin, d'une part, et surtout dans une mélancolie épouvantable. Voilà que la nature va permettre de l'aider, de l'élever, de le grandir. On poursuit un peu cette personnification en mesurant les actions de ses puissants amis. Toujours avec la même couleur, on peut donc identifier les éléments suivants. Il m'élevait au-dessus de toute mesquinerie. Il l'atténuait et m'apaisait. Il me détournait, dans une certaine mesure, des pensées sombres qui me torturaient depuis près d'un mois. Donc ici, on voit que cette nature sublime, elle a un effet extrêmement positif sur le narrateur personnage. Elle l'aide, elle l'apaise, elle le grandit. Bref, elle lui fait le plus grand bien, elle lui vient en aide. Cette dernière couleur, elle va nous permettre ici, enfin, elle correspond plutôt à cette dernière idée, à savoir l'exaltation paradoxale que permet le sublime. Rappelez-vous, on l'a dit, on va le réécrire, le sublime permet à l'homme de se transcender, de se dépasser.
La nature, qui est ici personnifiée, va grandir l'homme, bien loin de simplement l'anéantir. Et on assiste bel et bien ici à une forme de transcendance. Pendant un bref moment, le narrateur personnage, le docteur Frankenstein, il se sent puissant, il se sent quasiment invincible. En tout cas, il se sent grandement aidé par la nature qui le débarrasse de tous ses soucis. Donc, on voit que bien loin de se faire anéantir par la nature, il est au contraire comme sauvé, comme aidé par cette nature qui est pourtant menaçante et écrasante. Vous avez remarqué que dans ce texte, tout est facilement visualisable, si j'ose dire. C'est-à-dire que la description, elle est très visuelle, on n'a aucun problème à l'imaginer. Et ça, c'est en lien avec ce procédé littéraire, cette figure de style dont on avait déjà parlé au sujet du texte de Kant et qu'on va renoter, c'est l'hypotypose. Je vous rappelle que l'hypotypose, c'est une description frappante, une description spectaculaire, une description extrêmement visuelle qui va permettre au lecteur d'imaginer avec facilité la scène décrite. Et cette hypotypose, elle dramatise la description, elle nous permet de ressentir encore bien mieux le sublime. Voilà pour les grands éléments à repérer dans ce texte. Alors maintenant, comment organiser ces quelques éléments? Bien sûr, si on fait une vraie question d'interprétation, il faudra encore aller plus loin, repérer plus d'éléments. Mais là, on n'a pas forcément le temps et ce n'est pas le propos. Je vous donne toutefois un plan sommaire, mais qui permet, au fond, d'organiser tout type de questions d'interprétation qui pourraient avoir trait au sublime dans un texte littéraire. Voici le plan que je vous propose. Pour mémoire, la question c'était en quoi le paysage décrit ici relève-t-il du sublime? Et le plan qu'on peut proposer pour organiser ces idées, les idées qu'on a fait émerger, eh bien c'est le suivant et je vous demande de le noter. Au fond, le plan, il est en deux parties et il joue sur l'ambivalence du sublime. Le sublime déclenche deux types d'émotions. Eh bien, il n'est pas inintéressant d'étudier le premier type d'émotion dans un grand 1 et le deuxième type d'émotion dans un grand 2. Dans un grand 1, on peut, au fond, voir en quoi cette nature, elle est subjugante, c'est-à-dire elle me domine, elle m'écrase, elle me menace, elle est presque là pour me détruire et elle me ramène à ma petitesse, là où la nature est caractérisée par sa grandeur. Elle me ramène à ma finitude, à ma mortalité, à ma condition de mortel, là où la nature est infinie et immortelle, en tout cas représentée comme telle. Donc dans le grand 1, on envisage au fond les émotions négatives suscitées par le sublime. Alors que dans un grand 2, on va voir que cette nature, elle est aussi paradoxalement exaltante. Il s'agit, dans un grand 2, de dépasser cette nature effrayante et de voir en quoi cette nature, elle vient en aide, elle permet au personnage de grandir, de s'agrandir, et donc bien sûr de faire l'expérience de la transcendance. Voilà comment on peut organiser rapidement ces idées si jamais on a affaire à une question sur le sublime. Voilà pour l'extrait littéraire ayant trait au sublime. Euh, vous voyez que c'est pas trop dur à analyser, il suffit juste de bien connaître son cours et de bien connaître les définitions proposées par Kant. Alors, ensuite, c'est le document 3, un polycopier plus long que vous pouvez coller sur votre cours, et ce polycopier, il va nous suivre jusqu'à la fin. Après avoir vu dans un petit 1 le sublime de la nature, on peut s'intéresser et explorer dans un petit 2 euh, au sublime des ruines. Les ruines, je vous rappelle, ce sont ces reliquats, ces restes des grandes constructions humaines. Généralement, c'est les grands monuments qui font l'objet de ruines, mais au fond, une ruine, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ici, c'est toutefois les grands monuments qui vont nous intéresser. Et ces ruines, elles peuvent être dues à plusieurs choses. On va en donner deux grandes causes pour faire extrêmement simple. Soit elles sont le fruit d'une destruction humaine liée à une guerre. Un monument devient une ruine quand il a été dévasté à la suite d'une guerre, d'une bataille. Ou bien alors, plus simplement, la ruine peut être aussi due tout simplement à l'action du temps. Si cette ruine n'est plus entretenue, si cette ruine est délaissée, si la civilisation
met de côté certains monuments, eh bien le bâtiment, le monument tombe en ruine. Il se déconstruit, il se déstructure, il vieillit, il tombe en lambeaux et il est comme grignoté par la nature. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser. Parce que les ruines ici, comme on va le voir, elles montrent encore une fois la toute-puissance de la nature. Les ruines montrent que la nature, quoi qu'il arrive, regagne en quelque sorte ses droits. C'est ici une loi terrible de l'univers qui est exposée, c'est la loi de l'entropie. Alors l'entropie, L'entropie. Donc, l'entropie, c'est un concept que j'emprunte à la thermodynamique, c'est-à-dire à une branche de la physique qui étudie, eh bien, disons, beaucoup de choses, mais pour faire très très simple, euh, la thermodynamique étudie les lois fondamentales euh, du devenir des objets. L'entropie, qu'est-ce que ça signifie? C'est au fond un concept simple à comprendre dans un premier temps. C'est l'action du temps sur le monde qui nous environne. C'est l'action du temps sur tout ce qui fait l'univers, tous les objets, tous les êtres, absolument tout, sur tous les composants de l'univers. Et cette action du temps, elle est destructrice. Donc l'entropie, c'est ce concept qui s'intéresse à la dimension destructrice du temps, à l'action destructrice du temps. Et c'est justement ce que les ruines révèlent. Le temps nous détruit. On va étudier encore des tableaux. Alors, cette fois, d'un peintre passablement romantique. Euh, c'est un peintre ruiniste, c'est-à-dire un peintre dont le sujet de prédilection était la représentation des ruines. Et ce peintre, c'est Hubert Robert. Alors, pourquoi je dis passablement romantique? Parce que quand vous regardez ses dates de vie et de mort, 1733-1808, vous voyez que le romantisme, lui, il l'a à peine connu, hein. Donc, c'est difficile de le définir comme étant véritablement romantique, mais il va grandement inspirer les romantiques. Alors, regardons quelques-unes de ses toiles. Ces toiles, elles sont le fait d'une redécouverte historique et d'un intérêt euh, pour les ruines, notamment essentiellement gréco-latines, et elles vont, somme toute, réutiliser les codes du sublime. Remarquez comment les ruines, ici gréco-latines, dominent complètement l'homme, l'enserrent, l'homme n'est rien face à ces ruines, ruines qui sont celles d'anciens monuments censés illustrer la grandeur de l'homme. Quand je dis l'homme à chaque fois, hein, depuis le début du cours, c'est l'homme avec un grand H. Donc ces monuments censés illustrer la grandeur de l'homme, mais qui, vous le voyez, tombent en lambeaux. La grandeur de l'homme n'est pas éternelle, contrairement à celle de la nature. Voilà ce que nous disent les romantiques. Le temps, la nature, l'univers grignotent chacune de nos réalisations. Là encore une ruine avec, somme toute, une sorte de disproportion entre la petitesse des sujets humains et les monuments, dont vous voyez qu'ils sont, au fond, comme dévorés par la nature. La nature reprend ses droits. On voit là, par exemple, sur cet ancien aqueduc, eh bien, du lierre, de la végétation qui vient remplacer la main, la création humaine. Il en va un peu de même ici. Vous voyez qu'au fond, on va vers une sorte d'indifférenciation entre le paysage naturel et le paysage humain. Alors bien sûr qu'on reconnaît très bien la ruine ici, je veux dire par là que pas confondre ça avec un élément de la nature, mais remarquez comment sur le toit, sur les frontons, eh bien la nature reprend ses droits. Ici, de même, regardez comment sur les voûtes, sur les arcanes, qui sont d'ailleurs tombées, eh bien, la nature reprend ses droits et remarquez de même la différence de proportion entre les sujets humains et les monuments. On a encore l'idée d'infini avec cette galerie qui part au loin, au loin, au loin, au loin, mais remarquez comment à chaque fois la prétention de l'homme à créer quelque chose d'éternel est, malheureusement si j'ose dire, brisée par justement le spectacle de la ruine, qui montre que aucune réalisation de l'homme ne peut être éternelle. Voilà encore d'autres toiles qui illustrent, vous le voyez, un peu toujours la même idée, hein. Euh, Toujours cette idée de l'entropie, de l'action destructrice, pardonnez-moi, du temps, hein, le temps destructeur et la nature qui nous dévore et qui reprend ses droits.
jusqu'à ce paysage de désolation face à ce temple grec qui incarne parfaitement, je trouve, le sublime de la ruine, ce vide, cet infini qui fait à la fois, bien sûr, notre effroi, parce qu'il est un peu synonyme de mort. Il nous ramène à notre finitude, à notre petitesse à l'égard du temps et de la nature, mais aussi une ruine qui sait créer en nous un sentiment de beauté et qui nous exalte par le spectacle de ce que les civilisations précédentes ont pu construire. Voilà encore un peu la même idée, hein, vous le voyez, avec en plus ici un contraste entre la montagne, immense, fière, majestueuse, impériale, pour reprendre le terme du texte qu'on a pu étudier juste avant ensemble, et eh bien ces ruines, certainement grandioses jadis, mais qui ne sont pas grand-chose, plus grand-chose, et surtout infiniment petites par rapport à la montagne, qui elle dure et ne s'effondre jamais. Et les ruines, elles ont aussi intéressé des peintres romantiques, hein, et notamment celui qu'on a beaucoup étudié ici, Caspar David Friedrich. Vous voyez que ça reprend exactement les codes du sublime de la nature qu'on a pu étudier en cours, en y incorporant néanmoins la dimension inquiétante des ruines, d'autant plus inquiétante ici que l'idée de la mort est extrêmement présente, hein. Vous voyez qu'il y a cette procession religieuse, ce cimetière qui est là, et cette église. Alors l'église en ruine, là aussi c'est intéressant parce que l'Église est censée incarner quand même, au fond, une dimension spirituelle, religieuse extrêmement forte, et l'Église est censée peut-être être protégée symboliquement par les ruines, or il n'en est rien. Autre paysage typiquement romantique, Caspar David Friedrich encore, ce poète, euh, assis au rebord d'une fenêtre, euh, dans une ruine, regardant au loin le coucher de soleil et composant certainement un poème. Le soir, bien sûr, symboliquement aussi, hein, le crépuscule qui fait office de symbole de mort, de finitude. Bon, vous voyez un peu les idées qui sont véhiculées. C'est toujours la même idée, l'ambivalence entre la finitude et quand même ce paysage qui reste très beau, avec des couleurs un peu chaudes, mais quelque chose aussi qui tend vers la nuit et donc vers l'effacement. Alors, pour mettre en perspective ces quelques toiles, un poème que je pense extrêmement important. Ce poème, il est de Percy Shelley, donc le compagnon de Marie Shelley dont on avait parlé juste auparavant, euh, et il s'appelle Ozymandias. Je vous le lis, je voulais vous lire la version en française à gauche, et je tâche ensuite de vous expliquer ce qui est raconté. Donc c'est un poème tout à la fois un peu narratif, puisqu'il raconte une histoire, et surtout avec une portée philosophique, morale forte. Commence donc la lecture. J'ai rencontré un voyageur de retour d'une terre antique qui m'a dit: deux immenses jambes de pierre dépourvues de buste se dressent dans le désert. Près d'elles, sur le sable, à moitié enfoui, gît un visage brisé, dont le sourcil froncé, la lèvre plissée, et le rictus de froide autorité disent que son sculpteur sut lire les passions qui, gravés sur ces objets sans vie, survivent encore à la main qui les imita et au cœur qui les nourrit. Et sur le piédestal, il y a ces mots: mon nom est Ozymandias, roi des rois. Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. À côté, rien ne demeure. Autour, des ruines de cette colossale épave, infinie et nue, les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. Ok. Alors, que comprendre de la lecture de, de ce poème, pardonnez-moi. On a là le poète qui écoute le récit d'un voyageur qui décrit une ruine sur laquelle il est tombé au cœur d'un désert. Cette ruine, je vous en propose une illustration juste sur la gauche. C'était une statue absolument immense représentant un roi d'alors, Ozymandias, aujourd'hui inconnu, et qui est censé incarner au fond l'éternité de son règne. La statue est censée durer pour des siècles et des siècles jusqu'à la fin des temps, éprouver la grandeur insurpassable d'Ozymandias, le roi des rois, que l'humanité ne pourra jamais oublier. Or, que s'est-il passé? Eh bien, Ozymandias a été oublié. La statue censée symboliser l'éternité de son règne, son immortalité, sa toute-puissance est tombée en ruine. Il ne reste plus rien, si ce n'est des jambes et un visage recouvert par le sable.
recouvert par le sable et dévoré au fond par le sable. Question de temps avant que ce visage ne soit complètement enfoui et donc oublié sous le sable qui, lui, s'étend à perte de vue et perdure. Vous voyez que ici, dans la ruine, il y a encore quelque chose de sublime parce que on a à la fois, eh bien, au fond, cette nature qui nous domine complètement, absolument, jusqu'à dévorer les créations grâce auxquelles on espère échapper à la mort. Et en même temps, on a encore ce sentiment de transcendance, peut-être moins sensible ici, parce que plus amer, mais quand même un sentiment de transcendance, d'exaltation, de beauté qui ressort de ce spectacle. Voilà pour le grand 1, l'expérience du sublime. Alors, dans un grand 2, on va se demander, un grand 2 beaucoup plus rapide, s'il n'y a pas une autre forme de sublime, un sublime citadin, un sublime urbain. Donc, dans le grand 2, on va voir ce que flâner dans les villes apporte. Alors, le romantisme, vous le savez, il va laisser la place au réalisme. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus clair, si j'ose dire, euh, pour illustrer ce passage d'un mouvement à l'autre que ces deux tableaux. Donc, le tableau de gauche qu'on connaît par cœur, Le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich, et le deuxième tableau, un tableau réaliste de Gustave Caillebotte, Jeune homme à la fenêtre. Remarquez comment Gustave Caillebotte reproduit, imite, pastiche, cite, au fond, le tableau de Friedrich. Mais pour mieux le modifier et mieux le subvertir. Les deux personnages sont de dos, la posture est passablement similaire, à quelques différences près, mais passons. On a la même impression de hauteur, le même regard de contemplation. Bref, vous voyez qu'il y a là un parallèle évident qu'on pourrait encore creuser. Mais les différences sont sensibles. Quand à gauche, on est face à une nature immense, infinie et sublime, à droite, nous voilà dans le Paris haussmannien. Quand à gauche, on a affaire à un romantique aristocrate qui se propose une sorte de méditation philosophique sur son destin, sur sa vie, sur son existence, et dont les sentiments sont à lire dans le paysage, à droite, on a bien plutôt affaire à un bourgeois qui contemple la ville, peut-être pour mieux la conquérir. Et ce faisant, on doit se demander, mais alors qu'advient-il du sublime? Est-ce que le sublime est un sentiment qui a disparu? Est-il possible de comprendre son intériorité quand on est dans un milieu urbain? Qu'en est-il des villes? Que peuvent-elles nous dire sur nous-mêmes? Et justement, on va essayer de voir. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ces deux tableaux, mais je passe. Alors, la question qu'on va se demander, c'est si le paysage urbain peut être qualifié de sublime. Est-ce qu'il y a aussi un sublime urbain et citadin? Et de prime abord, quand on réfléchit, on peut se dire que non, parce que quand même, la nature, par définition, elle n'est pas présente dans la ville. Et que le sublime est quand même fortement ancré dans la domination de la nature, dans la domination de l'univers, dans la grandeur du monde extérieur, de tout ce qui n'est pas humain, et qui rappelle à l'homme la petitesse euh, de sa place. Donc pourquoi parler de sublime urbain? Ça semble oxymorique, antinomique. Et pourtant, il y a bien quelque chose de sublime parfois dans les paysages urbains. Ici, j'ai pris trois illustrations qui sont toutes au fond celles d'une même ville, d'un même quartier de cette ville, d'un même point de cette ville. Cette ville, vous l'aurez reconnu, c'est New York. Euh, le quartier, c'est l'île de Manhattan. Et le point central, névralgique de ce quartier, c'est Times Square, bien sûr, ce lieu que vous avez tous et toutes, qu'on a tous déjà vu dans les films, les séries, et que vous verrez peut-être de vos propres yeux au gré d'un voyage, euh, c'est qu'il y a quelque chose de sublime ici. Il y a quelque chose de sublime parce que on est dominé par le paysage urbain, parce que via la foule, on est ramené au fond à sa propre petitesse. On est petit face aux immenses buildings, on est petit face à cette foule immense, face à ce mouvement qui ne cesse de se déverser autour de nous. Il y a, au fond, dans l'expérience qu'on peut faire d'une ville, d'une mégapole comme New York, quelque chose de sublime. Quelque chose qui peut rappeler ce que le sublime a euh, pu faire aux romantiques dans les villes.
Nous n'avons pas perdu au fond la catégorie du sublime. Et elle existe encore, un peu modifiée, avec d'autres composantes, mais avec de mêmes effets dans les villes. Alors, pour illustrer cette idée-là, eh bien, on retrouve notre ami Charles Baudelaire, c'est pas Les Fleurs du Mal, ça ne rappelle pas trop de mauvais souvenirs, dans un autre livre posthume qui s'appelle Le spleen de Paris, ou alors Les petits poèmes en prose. C'est un livre qui a deux titres, qui a été publié en 1869, donc 2 ans après la mort de Baudelaire, et c'est un recueil de poèmes en prose, forme que Baudelaire s'était attaché à travailler, qu'il a popularisé grandement, même si ce n'est pas lui qui l'a inventé. L'inventeur du poème en prose, on peut considérer que c'est un homme qui s'appelle Aliosus Bertrand, avec Gaspard de la Nuit, 19e siècle, mais c'est véritablement Baudelaire qui a dû populariser cette forme. Et dans un poème qui s'appelle Les Foules, Baudelaire s'intéresse à une forme de sublime urbain. Baudelaire nous montre que, au cœur de la foule, au cœur de la ville, on peut avoir une expérience sublime. Alors lisons rapidement ce texte. Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude. Jouir de la foule est un art, et celui-là seul peut faire, aux dépens du genre humain, une ribote de vitalité, à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage. Multitude, solitude, termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond, qui ne sait pas peupler sa solitude. Qui ne sait pas peupler sa solitude, pardonnez-moi, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut, à sa guise, être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant. Et si de certaines places paraissent lui être fermées, c'est qu'à ses yeux, elles ne veulent pas la peine d'être visitées. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses dont seront éternellement privés l'égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte comme sienne toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui présente. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier un instant leur sot orgueil, qu'il est des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de peuples, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses. Et au sein de la vaste famille que leur génie s'est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste. Alors c'est un poème qui peut sembler un peu difficile d'accès de prime abord. Je vais le résumer très simplement ainsi et on va le travailler rapidement ensemble. Dans ce poème, Baudelaire décrit les métamorphoses de l'identité qui peuvent s'opérer quand on a affaire à une foule, quand on flâne dans la ville. Flâner, qui est un verbe que je n'ai pas véritablement défini. Flâner, c'est se promener sans avoir véritablement de but. Alors, travaillons un peu ce texte pour mieux le comprendre. D'abord, avec une première couleur, on va identifier les mots suivants. Un bain de multitude, la foule, multitude, peuplée, dans une foule affairée, autrui et la foule. Et comme on a pu le faire tout à l'heure avec Frankenstein, on va, une fois qu'on a identifié ces termes avec une première couleur, noter la légende. Alors, soit vous le faites sur votre page de cours à côté, soit vous trouvez un petit espace sur le polycopier, soit vous essayez d'intercaler ça à la marge de ce poème. Trouvez un endroit, celui qui vous semble le plus approprié pour noter la légende que je vais maintenant afficher. Donc, ce qu'on a identifié ici, avec une première couleur, c'est une isotopie toute simple, celle de la foule, de la multitude, de la pluralité. La foule, c'est le propre de la ville moderne. Le paysage urbain, c'est celui de la multitude, face à laquelle l'individu est renvoyé à sa petitesse. Je ne suis rien face à cette foule. Je me sens petit et insignifiant face à la multitude qui m'entoure.
Je suis un petit grain de sable face à cet océan de grains de sable que j'ai en face de moi. Je ne suis qu'une petite fourmi dans cette fourmilière. Prenons une deuxième couleur maintenant et identifiant les mots suivants. Solitude, sa solitude, être seul, être lui-même et le promeneur solitaire. On peut par ailleurs souligner, en même temps qu'on a identifié ces quelques mots, on peut souligner les groupes suivants. Multitude, solitude. Peupler sa solitude. Être seul dans une foule affairée, être lui-même et autrui. Alors, ce qu'on a souligné, ce sont des figures de style qui vont de pair avec l'isotopie qu'on a identifiée. Regardons maintenant la légende. Donc, l'isotopie de la solitude, c'est celle qu'on a identifiée avec cette deuxième couleur. Elle est le propre de l'individu moderne. Comme on le verra ensemble dans le prochain chapitre, enfin, dans le chapitre qu'on fera à la rentrée, euh, l'individu moderne, l'individu urbain, c'est celui qui est seul, c'est celui qui est confronté à sa propre solitude. Et c'est pour ça aussi qu'il a eu une quête urgente de soi qui a explosé au XIXe siècle avec justement l'inflation de l'urbanisation. Cette isotopie de la solitude, elle vient créer un contraste avec l'isotopie de la foule. Ah oui, bien sûr, ça on comprend bien, on l'a un peu dit tout à l'heure. Et ce contraste, cette opposition, cette dichotomie, pour reprendre le mot qu'on avait vu juste avant les vacances, elle est notamment perceptible à travers les figures de style qu'on a identifiées, qui sont des figures de style d'opposition, à savoir les antithèses et les oxymores. Avançons et reprenons une troisième couleur. Cette troisième couleur, elle va nous permettre d'identifier les mots suivants. Jouir de la foule est un art, une ribote de vitalité. C'est incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui. Il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant. Une singulière ivresse de cette universelle communion. Des jouissances fiévreuses. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Il est des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés. Et enfin, ces mystérieuses ivresses. Cette troisième couleur, elle nous a permis d'identifier ici un éloge. Je vous rappelle que l'éloge est la description positive de quelque chose, le portrait positif de quelqu'un, c'est-à-dire cette description qui insiste sur les qualités. À l'éloge s'oppose le blâme. Le registre littéraire qui correspond à l'éloge et au blâme, c'est le registre épidictique. Je ferme la parenthèse. Cette troisième couleur, disais-je, elle nous a permis d'identifier l'éloge de la transcendance que permet cette métamorphose de l'individu au cœur d'une foule. Au cœur d'une foule, bien loin de perdre son identité, nous dit Baudelaire, au cœur d'une foule, l'individu voit son identité s'agrandir. Je ne suis pas dévoré par la foule, je suis moi et toutes les personnes de cette foule-là. Je peux me projeter en chacun de mes semblables et je peux démultiplier mon moi, démultiplier mon identité. Au contact d'une foule, mon identité s'enrichit, s'agrandit sans cesse. Elle devient presque infinie. On sera bien sûr sensible à l'utilisation d'un lexique de nature religieuse. Il y a effectivement beaucoup de mots assez religieux. Je remets le texte rapidement. Eh bien, par exemple, on nous parle de charité, on nous parle de universelle communion. Donc, dans le troisième paragraphe, quatrième, pardonnez-moi, on nous parle de l'universelle communion. On nous parle dans le cinquième de charité. Euh, on nous parle un peu plus voilà, un peu plus haut, toujours dans ce cinquième paragraphe, de sainte prostitution, avec là bien sûr un oxymore. Hein, remarquez qu'effectivement ici Baudelaire il s'empare des mots religieux pour caractériser l'expérience qu'il vit, mais dans une démarche un peu provocante, un peu subversive. Il vient se moquer un peu de ce vocabulaire religieux. En tout cas, il montre qu'il le détourne. Toutefois, remarquez qu'il y a bien comme une expérience spirituelle qui est permise ici, une sorte d'expérience transcendante qui permet à l'identité de l'individu urbain de se démultiplier, de s'enrichir, de s'agrandir. Et donc, on retrouve exactement quelque chose qui est de l'ordre du sublime. En fait, la foule, c'est l'immensité,
Ma solitude, c'est ma petitesse, mais bien loin de simplement perdre mon identité dans la foule, de me sentir dévoré dans la foule, par la foule, de me sentir au fond rien face à la foule. Au contraire, mon identité s'agrandit. Mon identité devient infinie. Je m'enrichis de chaque personnalité, personne rencontrée. Donc on a bien quelque chose de sublime en fait ici. Et c'est pour ça qu'on peut parler du sublime de la ville. Une petite citation que vous pouvez recopier, que je n'ai pas mise dans le cours, mais qui me semble justement en guise d'ouverture et pour parachever notre petite analyse rapide du texte de Baudelaire, faire écho à ce que dit Baudelaire. C'est une citation de Walt Whitman qu'on a pas mal lu ensemble lors du chapitre 1. C'est encore une citation que j'ai prélevée d'un vaste poème qui s'appelle Chant de moi-même, qu'on a dans son recueil qui s'appelle Feuilles d'herbe, publié une première fois en 1855, mais en réalité c'est un recueil qu'il a retravaillé tout au long de sa vie, Feuilles d'herbe et dont la version définitive, eh bien, en réalité, est de 1892, voire posthume, parce que Walt Whitman avait le sentiment que ses poèmes devaient continuer de vivre avec lui et se modifier sans cesse en fonction des modifications de son identité. Bref, dans ce vaste et magnifique poème, on trouve cette citation. Suis-je en contradiction avec moi-même? Alors c'est parfait, je me contredis. Je suis vaste, je contiens des multitudes. C'est ce troisième vers que vous pouvez surligner dans cette citation que je vous demande de recopier. Je suis vaste, je contiens des multitudes. Voilà la grande découverte que Baudelaire propose au terme de son poème sur les foules. Bien loin de disparaître dans la foule, je suis au contraire agrandi par la foule. Je suis, pour reprendre les mots de Whitman, vaste. Je contiens des multitudes. Et pour terminer, on va lire rapidement la petite synthèse que vous pouvez par ailleurs travailler avec vos couleurs afin de faire ressortir les informations importantes. Donc, il y a bien un sublime de la modernité. La modernité, on sera amené à en parler sous peu. Donc, c'est un mot que je mets un peu de côté pour le moment et que je vous demande d'accepter en tant que tel. Le paysage urbain peut être sublime si on suit le petit raisonnement que je vous ai proposé. Au XIXe siècle, l'exode rural et le développement de l'urbanisme font de la ville un lieu de vie et de mutation qui devient la source d'inspiration des poètes de la modernité et des peintres réalistes et impressionnistes. Baudelaire, évoquant les transformations de Paris par Haussmann, traduit les sentiments ambigus que la ville suscite en lui, des sentiments, une ville qui est à la fois attractive et angoissante. Donc vous voyez que c'est vraiment comme le sublime. Pour ce faire, on peut se reporter à la section Tableau parisien dans les fleurs du mal, ou bien à ce recueil dont je vous ai parlé, dont on a étudié un poème, Le spleen de Paris. Il exprime également les nouveaux rapports entre la sensibilité et la ville. Il, c'est Baudelaire. Le flâneur, c'est-à-dire celui qui se promène sans but, se laisse porter par le flot de la foule, s'enivre des lumières et de la toute-puissance des bâtiments, et cherche perpétuellement dans les rues de quoi contenter sa curiosité. Donc les rues d'une ville peuvent aussi être le lieu d'une recherche de soi. Ça, c'est l'idée à retenir. Les mutations du paysage urbain occupent les romanciers réalistes. Paris fascine Rastignac dans Le Père Goriot de Balzac, publié en 1834, et lui indique la voie à suivre vers la richesse. Nana, la prostituée du roman de Zola, publié en 1880, est subjuguée, et ça sera et eux, il y a une coquille ici, il manque le E, par le Paris fascinant du Second Empire. Vous voyez que, au fond, la ville, le paysage urbain peuvent aussi me dire qui je suis. Ce sont aussi des lieux, des espaces dans lesquels la recherche de soi est possible. Désormais, l'espace urbain et périurbain est le lieu d'habitation d'une majorité d'habitants de la planète. Les mégapoles sont apparus et forment des paysages inédits, démesurés et parfois inquiétants. Les immeubles gigantesques, les infrastructures tentaculaires, la pollution orangée de l'éclairage urbain nourrissent les imaginaires d'aujourd'hui. Est-il dès lors envisageable d'évoquer le sublime des villes? La mégapole peut être le lieu d'une forme de transcendance. Ça reste sous forme de questions, mais c'est une question, deux questions qui n'en font qu'une, qui sont pour moi un peu rhétoriques, puisque je vous en ai donné la réponse. Oui, bien sûr, hein. Ce sont encore des lieux de transcendance. Preuve en est, tout le XXe siècle et tout le XXIe siècle, ces deux siècles vont s'emparer vraiment de cet espace, l'espace urbain, celui des mégapoles, pour en faire le lieu de la recherche de soi par excellence. Donc remarquez qu'il y a eu aussi, hein, au gré du XIXe siècle, un passage euh, de la nature à la ville. Mais on suit les mêmes codes, on suit exactement les mêmes codes. Rien n'a changé en ce qui concerne les codes de la recherche de soi.
Et voilà pour ce cours et pour cette vidéo. J'enchaîne ensuite avec la vidéo suivante qui sera intégralement consacrée au chapitre 3 à l'écoute de la vie intérieure. Bon courage à vous.